Bonjour à tous. Donc, on avait envie de commencer cette série avec Anis sur la monnaie, non pas par des concepts assez compliqués et pas toujours évidents ni très réjouissants pour entrer dans ce sujet qui paraît toujours un peu complexe et un peu rebutant. Donc du coup, on s'est dit que c'était pas mal d'introduire par une femme de La Fontaine et donc voilà, par se replonger dans la littérature et voir un peu comment justement cette question de la monnaie, on peut la prendre par ce bout-là et par finalement des choses qui nous parlent plus directement. Donc voilà, donc on vous propose d'entamer par cette femme de La Fontaine qui s'appelle l'avare qui a perdu son trésor. L'usage seulement fait la possession. Je demande à ces gens de qui la passion est d'entasser toujours, mettre somme sur somme, quel avantage ils ont que n'est pas un autre homme. Diogène là-bas est aussi riche qu'eux et l'avare ici haut, comme lui, vit en gueux. L'homme au trésor caché qu'Ésope nous propose servira d'exemple à la chose. Ce malheureux attendait, pour jouir de son bien, une seconde vie. Bonjour Emmanuel. Donc voilà, alors moi je suis très attaché à cette fable parce que en quelques lignes en fait, il y a une puissance économique dans ce qui est dit, mais pas seulement économique, et aussi ça nous dit beaucoup sur l'homme. Et, euh, et cette première partie en fait, c'est un questionnement d'un homme qui est historiquement est connu pour avoir vécu avec très peu d'argent, de s'être très peu soucié de l'argent. Et là, il a un questionnement qu'il ne comprend pas. Et cette question revient beaucoup chez les gens, parce que quand moi je lis Freud ou certains intellectuels qui sont penchés sur l'avarice pour essayer de comprendre pourquoi y a-t-il des avares, en fait, beaucoup de gens, quand j'essaye d'expliquer ça sur Twitter, beaucoup de gens ne comprennent pas que ce besoin d'accumulation, ils ne l'acceptent pas parce qu'ils le sont pas eux-mêmes radins, que ce besoin d'accumulation, en fait, renvoie à l'idée de mort. Inconsciemment, celui qui accumule de l'argent, en fait, il a peur des lendemains difficiles. Donc, c'est naturel qu'on ait tous un petit coussin de sécurité. Mais vouloir maladivement accumuler de l'argent de plus en plus et ne pas dépenser jusqu'à ce que ça devienne vraiment quelque chose de mental, en fait. Ben là, on rentre dans la pathologie. Et Freud a dit que en fait, le besoin d'accumulation comme ça d'argent, c'est une pathologie qui renvoie inconsciemment à la mort. Et donc cette phrase, la fable, c'est comme ça que ça marche, La Fontaine, la première et la dernière phrase sont les plus importantes. En gros, quand il dit l'usage seulement fait la possession, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sans l'usage, bah, la possession n'est rien. À quoi sert de posséder si vous n'allez pas l'utiliser? Et voilà, donc ça, c'est vraiment, j'aime bien aussi Bernard Maris qui explique ça avec des mots très simples. Alors Bernard Maris, c'est, quelqu'un quand même, un économiste qui est passé par la Banque de France et cetera, et malheureusement, paix à son âme, il est mort dans les attentats de Charlie Hebdo. Bernard Maris disait qu'en fait, l'accumulation, c'est la recherche, infinie d'accumuler de l'argent, mais comme l'argent, c'est du temps, c'est une équation qui est connue, le temps c'est de l'argent et l'argent c'est du temps. Eh ben, il dit accumuler de l'argent revient à accumuler du temps. Et en fait, accumuler du temps, c'est quoi? C'est inconsciemment avoir peur de la mort et vouloir justement avoir accumuler une vie infinie, vivre éternellement, ne pas accepter notre finitude. Et en réalité, cette première partie de cette fable, c'est ce que questionne de La Fontaine et qu'il ne comprend pas comme la majorité des gens. Pourquoi les gens accumulent? Pourquoi n'acceptent-ils pas leur finitude? On est sûr de rien dans ce monde, mais la seule chose dont on est sûr, c'est que toute âme goûtera à la mort. Et pourquoi nous ne l'acceptons pas? Oui, c'est vrai que c'est que tu parles souvent de ça, mais de la monnaie comme en tout cas de cette accumulation et de cette mise en stock de la monnaie comme un commerce justement du temps.
Mmh. Et effectivement, moi, cette idée me paraît très juste, en fait. Oui, oui, comme tu l'as Mais dit. si on veut aller un peu plus loin, Emmanuel, alors je pense que les gens, comment dire ça? Bah, c'est Thomas d'Aquin qui parle, c'est tous les scolastiques qui parlent du commerce du temps pour expliquer ce que c'est que le système bancaire, en fait. Et toute l'ingéniosité humaine depuis à peu près 8 siècles, c'est se dire comment on va faire commerce du temps pour s'accaparer le plus possible le temps des autres. Et cette sophistication s'est fait par étapes, petit à petit. Et la monnaie en a été un vecteur, mais la dette aussi, et l'intérêt, c'est-à-dire quand on prête avec intérêt, l'intérêt, le taux d'intérêt aussi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, l'ingéniosité humaine a fait que la monnaie ait été la coquille de la dette avec intérêt. Et ça permet justement en prêtant aux gens, on crée la monnaie. Ça, peu de gens le savent, c'est un peu compliqué, mais c'est au moment où on octroie un crédit que la monnaie est créée. Donc, on prétend aux gens, on crée de la monnaie qu'ils peuvent utiliser, et donc, quand ils vont payer des intérêts, on leur vole une partie de leur temps. Et c'est pour ça que on se dit, mais on est dans une époque où il y a énormément de progrès, et ça, c'est Ellul qui en parle, c'est-à-dire qu'on est dans le progrès technique. C'est-à-dire que constamment, on crée des choses, des voitures qui vont de plus en plus vite, un internet qui va de plus en plus vite, un débit incroyable d'internet, et cetera. Mais alors constamment, on crée des choses qui nous font gagner du temps, mais on n'a jamais le temps de rien faire. Alors où est-ce que va notre temps? Qui nous l'a pris? Et c'est ça la question en Oui. fait. Et donc c'est pour ça qu'on en revient au vol du temps. Voilà. Mhm. Et alors justement, tu vois, ce vol du temps, je crois qu'il y a, comme tu l'as esquissé, il y a aussi cette question, qui nous vole ce temps-là? Et qui rejoindrait peut-être aussi des questions sur justement les systèmes de délibération et notamment la grande question de la démocratie. Mais je te propose qu'on avance en fait euh, D'accord. dans, euh, dans le texte parce que justement peut-être qu'on aille voir qui nous vole ce temps-là. Exactement. Un petit Euh, indice, c'est le fossoyeur. Ne possédait pas l'or, mais l'or le possédait. Il avait dans la terre une somme enfouie, son cœur avec, n'ayant autre déduit que d'y ruminer jour et nuit, et rendre sa chevanche à lui-même sacrée. Qu'il allât ou qu'il vînt, qu'il but ou qu'il mangeât, on l'eût pris de bien court, à moins qu'il ne songeât à l'endroit où gisait cette somme enterrée. Et il y fit tant de tours qu'un fossoyeur le vit, se Voilà. douta du dépôt, l'enleva sans rien dire. Notre avare un beau jour ne trouva que le nid. Alors qui Wow. c'est ce fossoyeur? Justement, et c'est incroyable. En fait, quand il dit l'or le posséder, ce que j'ai envie d'expliquer aux gens, moi qui ai côtoyé en salle de marché des gens qui gagnaient des millions d'euros par an, etc., euh, faut bien comprendre que ceux qu'on croit être riches, les milliardaires, ceux qui possèdent, pas tous, hein, je parle de certains, qui justement ont ce besoin d'accumulation, de puissance. C'est-à-dire que eux, ils ne vivent que pour l'argent, que pour s'accaparer du temps et de la puissance. En fait, il faut croire, il faut comprendre que ces gens sont esclaves de la monnaie. Quand il dit l'or les posséder, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils sont possédés par l'argent, ils ont fait allégeance à l'argent, ils ne sont plus maîtres d'eux. Donc voilà la société capitaliste qu'on a construit, c'est-à-dire c'est une société euh, faite d'une élite qui justement a pour Dieu le veau d'or, c'est-à-dire que l'argent. Et quand il dit l'avare avait, c'est très important ce passage-là, quand il dit l'avare avait enfui son trésor et son cœur avec, Mmh. faut vraiment le regarder d'un point de vue civilisationnel, c'est-à-dire d'un point de vue social. De nos jours, on court après l'argent et notre cœur, c'est-à-dire l'intelligence du cœur, c'est-à-dire les émotions, l'amour, tout ce qu'on peut faire, est justement enfoui sous terre et ne jaillit pas dans la société. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce qu'a fait cet avare. Il était obnubilé, il a eu une psychose de l'argent qu'on a tous collectivement et petit à petit, on ne pense qu'à ça et on en oublie l'essentiel,
c'est-à-dire l'intelligence du cœur. Et ça, c'est très important, je pense. Et donc, un beau jour, un fossoyeur. Alors, un fossoyeur, c'est quelqu'un qui creusait des tombes. C'est quelqu'un qui creuse, en fait. Donc c'est un peu la spécialité justement de trouver des trésors, hein, ou une spécialité seconde. Donc voit les va-et-vient et voit que le gars n'est pas bien, quoi. Et il se dit, bah, peut-être qu'il cache là-bas quelque chose. En plus, dans ce qu'a dit la fable, j'aime bien cette question parce que moi je l'ai vécu. Des gens qui travaillaient jusqu'à minuit, qui se revenaient au boulot à 6 heures du matin, il n'a ni de temps ni de boire ni manger. Il est obnubilé justement par cette quête d'accumulation infinie de l'argent, et le fossoyeur va trouver ce trésor et va lui voler. Et après, on expliquera qui est le fossoyeur, je pense pour moi, dans l'économie actuelle, bien que cette fable date de plusieurs siècles. Oui, allons voir donc qu'est-ce qui se passe et quelle est la réaction du coup de l'avare quand il voit que son trésor a disparu. Voilà mon homme aux pleurs, il gémit, il soupire, il se tourmente, il se déchire. Un passant lui demande à quel sujet s'écrie. C'est mon trésor que l'on m'a pris. Votre trésor, où pris? Tout joignant cette pierre, et sommes-nous, et sommes-nous en temps de guerre? Pour la porter si loin, n'eussiez-vous pas mieux fait de le laisser chez vous, en votre cabinet, que de le changer de demeure? Vous auriez pu sans peine y puiser à toute heure. À toute heure, bon Dieu, ne tient-il qu'à cela? L'argent vient-il comme il s'en va? Je n'y touchai jamais. Dites-moi donc de grâce, reprit l'autre, pourquoi vous vous affligez tant? Puisque vous ne touchiez jamais à cet argent, mettez une pierre à la place, elle vous vaudra tout autant. Waouh! Ça, je trouve ça très, très puissant. En fait, ça revient à c'est comme ça que fonctionnent les fables de La Fontaine, ça revient à la première phrase qui était puissante, qui Mm, annonçait la couleur. C'est-à-dire que à quoi sert d'avoir de l'argent si on ne l'utilise pas? Et ça, je oui. pense, moi je dis toujours que l'économie actuelle, c'est un compromis tacite entre l'avare et l'usurier. En fait, le fossoyeur, c'est l'usurier. Le fossoyeur, en fait, celui qui trouve l'argent et qui décide de le voler et de le faire circuler pour le bien de l'économie, c'est le banquier. Et le passant, j'aurais dit, c'est quelqu'un à peu près comme vous et moi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui comprend pas, qui est logique. À quoi ça sert justement d'avoir de l'or sous terre si on n'utilise pas? Ça ne sert strictement à rien. Mais après, quand il dit que le fossoyeur, qui est un voleur, est meilleur que lui, j'ai envie de dire que le passant, en fait, ce sont les économistes de nos jours qui, justement, acceptent, pas tous, hein, qui acceptent ce système capitaliste qui veut que des banquiers créent de la monnaie à partir de rien. En fait, si c'est créé à partir de rien, c'est pas vrai. C'est que c'est d'une certaine façon l'argent de tous, dont l'argent des épargnants. Donc, on crée de la monnaie à partir de rien. C'est une façon légale de dire on utilise l'argent des épargnants et des épargnants qui épargnent plus que nécessaire et on va le faire circuler dans l'économie via la mise en place de crédit et de la création monétaire par le crédit. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un banquier va donner le droit d'acheter une maison via un crédit à une personne, à ce moment-là, il crée de l'argent, il fait circuler l'argent et il faut vraiment voir ça. L'épargne cachée, c'est-à-dire ce qu'on appelle la thésaurisation. Thésaurisation, c'est-à-dire que il y a des épargnants qui ont peur, qui n'utilisent pas de l'argent et leur argent gagné par le travail, eh ben, le banquier va le faire circuler. En fait, il va faire circuler l'énergie dans l'économie. Parce qu'à la fin, qu'est-ce que l'argent que nous avons gagné, si ce n'est l'accumulation de notre travail, du travail des autres ou de l'énergie qui a été tirée de la terre. Donc c'est ça en fait, ça emmagasine ça d'une certaine façon l'argent. C'est un droit de tirage, c'est-à-dire c'est un droit d'utiliser l'argent dans le futur. Et si on ne le fait pas circuler, ben on fait mourir l'argent. Et le banquier ou le fossoyeur qui a volé l'argent et qui l'a fait circuler dans la monnaie est plus utile que l'avare. Et c'est ça qui est horrible. C'est notre système repose sur ça. C'est-à-dire que on a créé une société où le voleur est plus utile que celui qui a gagné honnêtement son argent, mais qui a peur de l'avenir, qui a peur de la mort, qui n'a confiance en rien et qui ne pense pas à l'économie, à la société, aux autres, pense qu'à lui, pense qu'à son petit euh, confort personnel d'avoir cette sécurité de se dire ah je suis riche, s'il se passe quoi que ce soit, j'ai de l'argent et je pourrais agir. Justement,
si on revient à cette idée de circulation qui est quand même justement fondamentale, peut-être pour retrouver notre cœur, notre intelligence et de les mettre au centre d'une autre société. Tu dis, donc le fossoyeur fait circuler l'argent. En tout cas, il le fait plus circuler que l'avare. Mais comment on pourrait imaginer une véritable circulation, vraiment un flux de l'argent qui circulerait pour justement alimenter. Voilà, il y a souvent cette comparaison, cette métaphore entre l'argent et le sang. Et du coup, pour alimenter, faire circuler les différents organes de la société, une véritable circulation en fait de l'argent. Parce que C'est il me c'est semble une que le excellente fossoyeur, il fait circuler, mais il fait pas complètement circuler quand même. voilà, c'est une excellente question. En fait, c'est justement toute l'idée de l'antidote. En fait alors, on dit beaucoup de mal toujours des banquiers, mais s'il y a un bon côté justement, cette histoire de flux, c'est-à-dire que de faire circuler. La vie, c'est la circulation, ce n'est pas l'accumulation et c'est moi que tu viens de le répéter, moi aussi je le prends souvent cet exemple du sang. Si le sang ne circule pas dans le corps, on meurt tous. C'est exactement ce que fait cet avare. Une autre image aussi, c'est que l'avare, en fait, c'est le Moyen Âge glacial, c'est-à-dire que il nous ramène dans le Moyen Âge, c'est-à-dire que qui reposait que sur l'or à l'époque et qui était un monde de thésauriseurs, un monde de radins. Et en fait, c'est l'âge de glace, c'est-à-dire que on est tous dans le froid et on n'avance pas. De l'autre côté, pourquoi le fossoyeur est bon? Pourquoi le banquier est bon? C'est parce qu'il fait justement circuler cet argent et si on devait y donner une image, c'est qu'il fait circuler le sang dans notre corps trop vite. À cause de quoi? À cause de cette idée de dette avec intérêt qui demande, alors ça je pourrais l'expliquer un jour, mais qui demande justement d'accumuler à l'infini l'argent et la dette et ça demande une croissance exponentielle. Et donc on ne s'arrête jamais jusqu'à ce qu'on aille trop, trop vite et jusqu'à ce qu'à un moment la réalité rattrape la fiction de la dette infinie et qu'il y a ce qu'on appelle dans des cycles économiques la cassure, le retour à la réalité, les crises, qu'elles soient sociales, financières, et cetera. Donc il faut un système justement qui permette la circulation, mais qui ne repose pas justement sur ce que nous imposent les banquiers, c'est-à-dire une circulation de la monnaie par la dette. Parce que la dette, c'est de la détresse pour certains, c'est de la domination aussi. Heu, on se sent dominé quand on a la dette. En allemand, Schulden, c'est la culpabilité, et ça veut dire dette. En malien, Juru, c'est la corde au cou, ça veut dire dette. Heu, en arabe et en hébreu, donc en arabe c'est qard, en hébreu c'est tchéné, néché pardon, néché, ça veut dire la morsure, la dette et la morsure. La dette avec intérêt, c'est la morsure. Donc on voit bien que c'est pas cool d'avoir une économie qui repose sur la dette. Donc ce qu'il faudrait justement, c'est trouver une antidote à ce système dette, et si l'avare, le thésauriseur, c'est l'âge de glace, le banquier usurier là, c'est-à-dire la dette avec intérêt qui accélère à chaque fois la monnaie, je dirais que c'est le feu. Donc il faudrait quelque chose entre les deux. Et je pense que l'antidote, c'est justement cette idée de gésel qui est celle de la fonte de la monnaie. C'est de dire que pour éviter aux gens d'accumuler à l'infini et de ne pas faire circuler leur argent, on va faire en sorte que la monnaie soit comme les tomates, comme le fer qui rouille, comme, comme nous quoi. Les gens qui nous consumons, chaque jour la monnaie va perdre un peu d'argent. C'est un peu ce que fait l'inflation de nos jours, c'est-à-dire c'est ce que fait sauf que là, dans l'idée de gésel, et que moi je modifie un tout petit peu, on récupère la fonte, c'est-à-dire on récupère cette mini taxe sur l'argent qui dort et nous l'offrons à qui? Nous l'offrons aux gens les plus démunis pourquoi? Parce que eux vont faire vivre l'argent, vont le faire circuler dans l'économie réelle parce que, l'utilité d'1 € pour un pauvre n'est pas la même que l'utilité d'1 € pour justement un milliardaire qui accumule à l'infini de l'argent. Voilà donc c'est cette idée de l'antidote, que je trouve moi qui est la meilleure, c'est justement cette idée de fonte de la monnaie et justement si je sais pas si je t'en avais parlé, ce serait bien qu'on parle un tout petit peu du bitcoin. Comment se situe le bitcoin et tous ces monnaies, qui essayent de répliquer l'or?
heu, dans cet écosystème. Oui, oui, complètement. Bah, oui, on compare très souvent le Bitcoin à l'or, d'ailleurs, à un or numérique, de par aussi le fait qu'il soit fini. En fait, justement, il y a 2 systèmes monétaires. Il y a le système, du fossoyeur, c'est-à-dire on fait circuler la monnaie par la dette en la prenant aux épargnants qui sont avares. C'est le système actuel, mais à un moment, ce système a coïncidé avec un autre système, c'est le système de l'or. C'est-à-dire que la monnaie, il y avait 2 types de monnaie, ce qu'on appelle, surtout au 19e siècle et c'est resté jusqu'à 1971. Il y avait une monnaie qui était adossée à l'or et c'est ce on appelle ça la currency principle, qui s'est battu, qui a fait une bataille acharnée contre la monnaie qui ne repose que sur la dette, la monnaie qui n'est créée que quand on octroie un crédit à quelqu'un, qui est la banking school, c'est-à-dire la monnaie bancaire. L'école bancaire, donc la monnaie bancaire. Donc la monnaie bancaire s'est battue au 19e siècle d'une façon acharnée contre la monnaie or, et en 1971, c'est l'avènement de la monnaie dette et c'est depuis à peu près une cinquantaine d'années justement que le capitalisme financier a pris le dessus sur nos vies, sur nos sociétés. Donc l'idée c'est de dire mais où se situe Bitcoin dans cette histoire-là? Et ben, Bitcoin justement il essaie de répliquer l'or. C'est une revanche de la monnaie or qui revient, donc de la currency principle, c'est-à-dire que on peut pas créer de la monnaie de façon infinie et surtout sur de la dette parce qu'on va avoir le contrôle sur les gens. Et pourquoi le banquier aurait la puissance de décider combien d'argent il doit créer et à qui le donner? C'est lui donner trop de pouvoir. Donc le Bitcoin dit non, on va décentraliser cette décision et on va faire en sorte que la croissance soit toute petite jusqu'à ce qu'on atteigne un plateau, c'est un maximum à 21 millions de Bitcoins. Et ce 21 millions n'est pas choisi au rien, parce que si on prenait tout l'or du monde et qu'on le mettait dans un cube, l'arête ferait 21 mètres. Donc, c'est pas pour rien que les gens qui ont créé justement, qui sont derrière le Bitcoin et qui ont créé le Bitcoin ont choisi ce chiffre de 21 millions. Donc maintenant, une fois qu'on a dit ça, quels sont les travers du Bitcoin? Ben, ce sont les travers de l'avare. Et on le voit, la plupart des gens qui sont les plus virulents, ce qu'on appelle les maximalistes sur le Bitcoin, ils ont un mot, un cri de guerre, c'est hodl. En fait, c'est leur profession de foi. Hodl, 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 qui est un mot qui vient de to hold, Mhm. H-O-L-D. Quelqu'un un jour s'est trompé dans l'excitation, au lieu de dire hold, il a dit hodl, il a inversé le L et le D. Et c'est leur profession de foi. Gardons, hodl, on garde, on garde, on garde, on accumule. Et plus ils vont accumuler, vu que c'est en quantité finie, et plus le prix du Bitcoin par rapport au dollar va augmenter. Et donc, on va dans quelle économie? C'est une économie où moins je dépense, plus je suis riche. Et donc, on va retourner à l'avare, à l'âge de glace, à l'âge du Moyen Âge, alors qu'il faudrait justement que cet argent circule et qu'il n'y a rien à gagner à part un pouvoir d'achat virtuel de garder l'argent. Donc voilà quel est le problème du Bitcoin, c'est que en fait, il ne soit pas fondant, il ne pousse pas les gens justement à faire circuler la monnaie. Flux, 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 circulation, circulation, circulation. Voilà l'économie vers laquelle on doit aller avec moins de détresse, moins de domination, moins de dettes. Voilà, pour moi, c'est ça, cette fable-là. C'est justement, elle nous donne cet enseignement-là. Et plus de cœur. Que nos cœurs ne soient pas l'intelligence du cœur, que le cœur, l'amour, toutes ces choses-là ne soient pas enfuis dans notre désir ardent d'accumuler à l'infini. Et j'aime bien à un moment, il lui dit, mais est-ce qu'il va dépenser cet argent dans une seconde vie? Après la mort, on peut avoir des montagnes d'or et elles ne nous serviront à rien. Voilà. Vivons aujourd'hui, au jour le jour, et faisons le maximum de bien entre nous, et ça serait parfait. Écoute, Annie, je pense que c'est parfait. Bon, on est à 24 minutes, hein, mais, mais bon. Ouais, franchement, je pense que c'est vraiment 24 minutes, c'est déjà très très bien. Expliquer toute l'économie depuis 3-4 siècles juste en 24 minutes, C'est sûr. c'est Ouais, la c'est puissance sûr. de la fable.